Ce qui m'importe, c'est de goûter le sang, d'en sentir le parfum et d'en entendre le bruit. Car le sang qui jaillit produit un murmure qui ne saurait se comparer à aucun autre bruit. Et puis cette chaleur qui vous emplit lorsque vous vous en désaltérez, c'est quelque chose d'inexplicable qui me donne un vertigineux bonheur. Ce sont les mots de Peter Kürten, dont nous allons parler juste après. Salut à vous les amis de la terreur. Comme je vous l'ai déjà dit, la folie humaine, ça me fascine, ça me sidère autant que ça m'effraie. Vous pensiez vraiment que les vampires c'était seulement au ciné et seulement dans les livres ? Eh ben vous allez voir qu'il y a quand même des sacrés cinglés sur Terre, des vrais humains qui tuaient d'autres humains pour boire leur sang. Alors vous allez voir que c'est beaucoup moins glamour que dans Dracula de Bram Stoker ou dans toutes les histoires qu'on a l'habitude de voir au cinéma. C'est pas aussi sensuel que les vampires qu'on imagine. Voyons ce qui leur passe par la tête. Les petites chroniques de l'obscur, Société, les tueurs en série. Bonjour et bienvenue dans les petites chroniques de l'obscur. Aujourd'hui, nous allons parler de tueurs bien particuliers qu'on pourrait nommer des vampires, des tueurs buveurs de sang. D'abord, faisons un détour par le nord de l'Italie, à Buttanuco, entre 1867 et 1871. Vincenzo Verzeni assassine 2 personnes, dont une jeune fille de 14 ans, afin de boire leur sang. Il échouera dans 4 autres tentatives. Lors de son procès, il déclarera que s'abreuver de sang lui procurait un plaisir d'une grande intensité. 60 ans plus tard, le 13 avril 1931 en Allemagne, à Düsseldorf. Ouverture du procès de Peter Kürten. Il est né dans une famille pauvre de 13 enfants, entassés dans une pièce unique. Son père, alcoolique, qui viola une de ses sœurs sous ses yeux, faillit un jour, pour le punir, le noyer dans la fosse d'aisance. Personnage au physique plaisant, Peter Kürten commence à tuer à l'âge de 45 ans. Afin de paraître plus jeune pour séduire ses victimes, il se maquille. Sa tactique est simple, il entraîne sa proie dans un endroit désert, puis lui fracasse le crâne à l'aide d'un marteau pour faire jaillir le sang. La vue de ce jet pourpre lui procure généralement un orgasme spontané. Après cela, il mutile la dépouille, arrache les yeux, coupe les oreilles, et j'en passe. Il boit de son sang et lui défonce les tempes. Ce dernier geste constitue sa signature. On lui attribue 16 meurtres de cet acabit. Il sera jugé pour 9 d'entre eux. Un jour où il ne trouvera pas de proie humaine pour se rassasier, il égorgera un cygne dans un parc public pour se repaître de son sang. Ce goût pour l'hémoglobine lui vaudra le sobriquet de vampire de Düsseldorf. Peter Kürten se livrera à la police en 1930. Alors concernant Peter Kürten, il faut savoir que quelqu'un d'autre a été accusé et incarcéré à sa place avant lui, avant qu'on découvre vraiment la vérité. C'était un jeune retardé mental en fait qui traînait dans les rues et qui avait tendance à prendre la fuite quand il voyait des gens. Et donc là, il était dans le coin d'un des crimes de Peter Kürten. Les flics se sont pointés, il les a vus, il a pris la fuite. Les flics ont pensé que c'était lui, puis comme il était un petit peu retardé, ils l'ont un peu cuisiné, il a fini par avouer les crimes qu'il n'avait pas commis. Donc finalement, il sera relâché quand Peter Kürten sera arrêté, mais seulement des mois plus tard. Pendant ce temps, Peter Kürten aura le temps de semer la terreur à Düsseldorf. On a tiré un film de l'histoire de Peter Kürten, ça s'appelle M le Maudit. Il y a aussi d'autres films un peu moins connus qui sont sortis, mais M le Maudit est sûrement le film le plus connu qui parle donc de ce cas de vampire réel. Alors au début de la chronique, je vous dis qu'il a commencé à tuer à partir de 45 ans, mais lui prétend qu'il aurait tué 80 personnes et qu'il aurait commencé à l'âge de 9 ans par noyer 2 de ses camarades dans le Rhin lors d'une excursion. Ça lui procurait, paraît-il, du plaisir. Donc sur ces 80 meurtres qu'il avoue, on a réussi à en prouver 9, ce qui est déjà pas mal quand même. Si vous voulez en savoir plus sur Peter Kürten, je vous conseille d'aller voir le HVF Histoire vraie mais flippante de Max Kais concernant Peter Kürten. Il apporte pas mal de détails. Et il y a un détail quand même qui m'a beaucoup marqué, c'est la phrase qui sort au moment où on va le guillotiner. Alors il déclare « Dites-moi quand même quand ma tête aura été coupée. Pourrais-je toujours entendre au moins un instant le bruit de mon sang jaillissant de mon cou ? Ce serait le dernier des plaisirs. » Complètement ravagé le mec. À l'instar de nombreux tueurs dits en série, il aime également allumer des incendies. Le rougeoiement du feu, les appels à l'aide, cela me procurait tellement de plaisir que j'en tirais une satisfaction sexuelle. Déclare-t-il sans le moindre remords. Repenser à tous les détails n'est pas déplaisant, j'aime plutôt ça.
31 décembre 1898 en France, à Bourg-en-Bresse. Je suis un malade innocent dont Dieu a voulu se servir, dans un but que nul humain n'a le droit de sonder. Joseph Vacher sera guillotiné en ce jour de la Saint-Sylvestre. Il a 29 ans. Il fut élevé dans une famille de 15 enfants dont la mère, très croyante, se prétendait témoin d'apparitions divines. Vagabond notoire, Joseph Vacher est l'auteur d'au moins 20 meurtres, plus odieux les uns que les autres, sur des dames âgées ou des enfants dans plusieurs départements du Sud-Est. On lui assigne plusieurs surnoms, dont celui de Jack l'Éventreur français. Il poignarde, égorge, éventre ou étrangle ses victimes avant de les violer, puis de mutiler leurs organes génitaux. Il ingurgitera le sang de 12 d'entre elles. Avril 1980, États-Unis. Depuis quelque temps, James P. Riva se révèle grand amateur de sang tiède. Il se met à décharner les petits animaux pour laisser couler au fond de sa gorge la liqueur rouge aux arômes ferreux qui s'échappent de leurs petits corps meurtris. Il peint également d'étranges tableaux, terrifiants et sanguinolents. Sa grand-mère, handicapée, ne se déplace qu'en chaise roulante. Depuis longtemps, le jeune homme la soupçonne d'être un vampire. Elle viendrait la nuit dans sa chambre pour lui voler de son sang. Alors ce jour d'avril, James Riva décide de l'exécuter avant qu'elle ne l'ait totalement vampirisée. Il abat la pauvre vieille de 2 coups de pistolet chargés de balles en or. Elle s'effondre dans son fauteuil roulant. Après cela, le petit-fils suce les blessures afin d'étancher sa soif. Ensuite, il brûle le cadavre et la maison. James P. Riva, souffrant de troubles mentaux, se verra condamné à 20 ans d'emprisonnement dans la prison d'État de Walpole. En 1862, en France, à Dagneux, Martin Dumollard se promène dans les bois de Montuel en compagnie d'une jeune femme à laquelle il promet un emploi dans une maison de maître. Ils ne se connaissent pas. À la faveur d'un rayon de lune, la jeune femme aperçoit un fouet à la ceinture de ce monsieur. Inquiétée, elle décide de fuir. L'homme ne parviendra pas à la rattraper. Grâce à la description de cette jeune femme, la police arrêtera celui que les archives considèrent comme le premier tueur en série français. Domicilié à Dagneux dans le sud-est de la France, Martin Dumollard se verra jugé pour une dizaine de meurtres perpétrés en région lyonnaise et aux alentours. Des cas irrésolus, datant de la même époque, laissent à penser que Dumollard en aurait commis au moins le double. Martin Dumollard. Bon, il s'appelle vraiment comme ça, le mec. D'ailleurs, il paraît qu'il avait un frère, c'était son portrait tout craché. Non mais sans déconner, on le surnommait le tueur de bonnes parce que ses victimes étaient principalement des femmes de ménage auxquelles il proposait un emploi. Alors souvent les tueurs en série, ils ramènent un petit souvenir à la maison, il y en a c'est un membre tranché ou quelque chose comme ça. Lui, c'était quand même plus cool, il prenait les vêtements de ses victimes, il les lavait et il les ramenait chez lui. Et quand les enquêteurs sont venus chez lui pour fouiller, ils ont retrouvé plus de 1200 vêtements de femmes. Imaginez le nombre de victimes qu'on n'a jamais retrouvées. On prétend qu'il se montre, lui aussi, amateur de sang humain. Son épouse, Marianne Martinet, sera emprisonnée à vie pour complicité. Il mourra exécuté en place publique. 1991, Brésil, Rio de Janeiro. Marcelo Costa de Andrade assassine 14 adolescents, dont un garçon de 6 ans, avant de faire subir leurs cadavres les pires abominations sexuelles, puis de se délecter de leur sang. Andrade, 24 ans, souhaite par cette effroyable pratique acquérir la jeunesse et la beauté de ces innocents souffre-douleurs. Il sera appréhendé en 1992. À très bientôt pour d'autres petites chroniques de l'obscur.